Mauvais Studio. Monsieur, veuillez accueillir la mariée. Allez, ma femme. Tout de suite, faisons un petit tour du côté de vos convives. Le plateau, vous appeliez Emmanuel Macron à consulter. François Bayrou et Michel Barnier, ce sont des dinosaures de la politique. On savait également qu'il avait annulé son rendez-vous à Londres. Il devait... Je suis actuellement devant les Mauvais Studios et ici l'ambiance est curieuse, c'est le moins qu'on puisse dire. La rentrée approche et depuis juin dernier, nous n'avons plus de nouvelles de nos deux journalistes stars, Frank Magic et Michel Tuttle. En effet, selon des témoignages glanés dans le voisinage des Mauvais Studios, suite à la diffusion de leur dernier épisode sur le projet Rayon Bleu, aka projet Blue Beam, un bon gros rayon bleu serait apparu et se serait abattu sur les studios. Certains parlent de deux personnes nues comme des vers, happées par ce rayon et expulsées vers une soucoupe volante. Nous remercions les 4 témoins alcoolisés pour leur contribution. Mais alors, quid de Michel et Francky? Ont-ils vraiment disparu, happés par un gros rayon bleu? Sont-ce juste de gros fainéants qui n'ont rien préparé pour la saison 6 et ils auraient monté tout ce cinéma pour fuir leurs responsabilités? Sont-ils juste cachés dans leur studio derrière cette porte en train de pleurer comme des gros bébés? Je reviens vers vous dès que j'en sais un peu plus. C'était Clémence O'Neill pour MTTV, la chaîne d'info croustille en continu. C'est vraiment n'importe quoi cette histoire. J'en ai ma claque de ces deux-là. Ils ont vraiment intérêt à se planter. Ils me doivent 25 €. Je vais pas les lâcher, moi je vous le dis. Je suis Michel Tuttle. Je suis Frank Magic. Et vous écoutez Mauvais Travail. Michel Tuttle. Frank Magic. Oh la vache. Mauvais travail. Ça éclabousse. Encore un peu d'abondance. Frank et moi. Frank Magic. Michel Tuttle. Bordel, ils nous volent notre travail! Et moi. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Frank Magic. Michel Tuttle. Le sang de la terre va dépendre de vous. Mauvais travail. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Travail saison 6. Waouh, saison 6 Francky. Ah, c'est incroyable. Ouais, mais honnêtement, je sais pas si elle va se faire cette saison 6. Hein. Ça doit faire 4 mois qu'on est dans cette soucoupe à subir des trucs bizarres. J'ai mal partout à l'intérieur de moi. Ah, je sais Francky, c'est difficile mais j'essaie juste de sauver les apparences et puis... Michel. Quoi? La télécommande en forme de planète Terre que nos ravisseurs nous ont interdit de toucher. Tu crois pas que ça pourrait être parce que ça nous ramènerait chez nous? Ah, ça me semble un peu trop évident ton truc Francky, mais allez, vas-y, essaye. Ok, j'y vais. Vas-y. Oh bordel, mais bon sang de bonsoir, t'avais raison. Ok, je recommence. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Travail, saison 6, épisode 44. Ça veut dire que vous avez pas loin de 52 heures de mauvais travail à écouter. 51h32, Michel Animateur. Ah, merci pour la précision, Michel Monteur. Bon, trêve de blabla. Francky, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, nous allons, comme qui dirait, conclure une trilogie OVNI. Car souvenez-vous, le 1er décembre 2020, nous vous postions l'épisode 6, IGG 3000 et les potes de l'espace. Vint ensuite l'épisode 15 du 3 février 2022, Alf, Plutax et les potes de l'espace. Et aujourd'hui, voici l'épisode 44, Vargina et les potes de l'espace. Ah, joli. Et de quoi ça va parler, mon petit gris? Oh bah, on va partir au Brésil au milieu des années 90, à Varginha, où il y a eu, en janvier 96, au moment où chez nous, Coolio était au top single avec Gangsta's Paradise, des témoignages de... Devine quoi? Non. D'apparition d'OVNI. Attendez les gars. Mais qui es-tu, toi? Bah, Sylar. Ah, mais oui, Sylar. Et avant nous, tu as traité notre sujet du jour avec le grand JD. Effectivement, mais je vais vous laisser en parler, et quant à moi, je vous retrouve en fin d'émission pour vous donner mon avis sur cette très étrange histoire. Oh, mais avec plaisir. Waouh, Sylar, la classe. Ouais. Bon, on y va? On en parle de ce mystérieux sujet? Oui. Alors, envoyons le mystérieux jingle. Ok, j'appuie sur le bouton jaune et vert en forme de soucoupe volante. O caso do alienígena de Varginha. L'étrange cas de l'alien de Varginha. On the
Selon les rapports d'enquête, le 20 janvier 1996, un objet non identifié s'est écrasé dans cet endroit derrière moi. Pendant les 2 jours qui ont suivi, 2 créatures extraterrestres ont été capturées vivantes par les autorités brésiliennes. Dans les heures qui ont suivi la première capture, le blackout médiatique a été total. Et malgré une importante présence de militaires et de personnel d'urgence et plus d'une douzaine de témoins ayant vu à la fois le vaisseau et les corps, le gouvernement brésilien se refuse à admettre qu'un événement d'origine extraterrestre ait eu lieu dans les environs. Aussi incroyable que cela puisse paraître, beaucoup de gens ici croient à cette histoire. L'épisode Varginha pourrait-il s'avérer la plus significative des rencontres du 4e type? Nous sommes le 20 janvier 1996, à 10 km au nord-ouest de Varginha. Varginha est une municipalité dans l'état du Minas Gerais, au sud-ouest du Brésil. Le Brésil est un vaste pays d'Amérique du Sud qui doit nous la... Oui, et le Brésil est sur Terre, une grosse boule remplie de tarés, on a compris. Tu peux continuer, Michel Michelin. Mais sois moins exhaustif. Merci. Je reprends. Nous sommes donc le 20 janvier 1996. Il est 1h du matin. Dans leur ferme, Orlina Augusta et Enrico Rodrigues de Freitas dorment profondément. Mais soudain, brisant le silence, se mettent à brailler, meugler, glouglouter, couiner, cocoter, bêler, grogner sans retenue, vache, veau, cochon, mule, poule, mouton et autres truies. Mais, et bordel! Ok, bon. Donc, Orlina et Enrico sautent dans leur slip et mettent le nez dehors pour aller voir ce qui affole leurs animaux. Michel, je te propose qu'on s'économise et qu'on laisse nos fermiers nous raconter ça. On était couché, mais ma femme n'arrivait pas à dormir. Alors elle s'est levée. On a entendu les vaches effrayées qui commençaient à meugler. C'est ce qui nous a mis la puce à l'oreille. Ma femme est allée à la fenêtre et m'a appelé. Era por volta de mais ou menos 1h da manhã e vimos Il était à peu près 1h du matin et on a vu un engin qui venait d'en face de la ferme. Mais c'est quoi cette voix? Frankie, je ne parle pas comme ça. Hein. Ok, eh bien tu vas te doubler toi-même hein, si tu penses faire mieux. Oui, c'est mieux. Je vais prendre. Imbécile. Il était à peu près 1h du matin et on a vu un engin qui venait d'en face de la ferme avec plein de fumée qui en sortait. Alors, j'ai appelé mon mari, on a regardé. Mais elle fait comment pour faire les devoirs en même temps? Oh bah je sais pas, mais c'est pas pour ça qu'on va la payer double. Hein. Oh, si ça vous dérange pas, je vais aussi faire ma propre traduction parce que j'ai pas trop aimé la voix là que vous avez fait sur mon première intervention. Tant que t'es pas payé double, fais-toi plaisir. Tu peux même faire les bruits d'animaux autour de toi si t'es fort. Eu disse, o que é isso? J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? On aurait dit une espèce de sous-marin volant, il était très long avec des trucs qui volaient derrière comme quand on attache des rubans avec des ventilateurs. Il était de la taille d'un minibus avec de la fumée partout, il était très clair et presque transparent. C'est la première fois que je vois un truc pareil. Ouais, apparemment le truc volait un peu comme s'il était bourré. Ce serait pas plutôt nos 2 fermiers qui auraient abusé de leur cache à sa maison? Bah peut-être, mais ils ne sont pas les seuls à avoir vu des trucs cette nuit-là, car d'autres qu'eux disent avoir aussi aperçu des lumières cheloues dans le ciel, et ça, on le sait car les lignes de la police locale sont saturées d'appels. Vers 8h du matin, de son côté, Carlos de Souza, un commerçant, roule joyeusement vers Tres Corações. Il va retrouver des potes pour piloter un avion ultra léger. Quand tout à coup... une lumière chelou dans le ciel? La dignité de Manu Valls? Ou un bon gros rayon bleu? Un objet volant en perdition au-dessus d'une colline. L'objet fait penser à un avion en difficulté duquel une fumée noire s'échappe. De Souza décide de le suivre. Oh bordel, j'ai jamais vu ça. Le truc volait à 400 mètres d'altitude. Tout à coup, il fait un virage à 360, perd de l'altitude et se crache. Alors, sans réfléchir, je roule à toute berzingue vers le lieu où l'engin chelou semble s'être craché. Je me suis dit qu'il y avait sûrement des gens à secourir dedans. Une fois arrivé, j'ai vu le bazar éclater au sol et tout autour des militaires. Alors, discretos, je me rapproche de feu l'engin histoire d'en choper un morceau afin de l'analyser. Une fois sorti de la voiture, j'ai remarqué que ça sentait très fort l'ammoniac.
tellement fort que je me suis couvert le nez avec ma chemise. J'en avais les yeux larmoyants. Mais bon, je continue et je prélève un morceau qui ressemble à de l'aluminium. Une feuille comme celle que vous utilisez pour mettre sur vos têtes, là, vous savez, pour pas que les ondes rentrent dans votre cerveau. J'en prends un tout petit morceau, très léger, je le froisse, mais quand je le relâche, le morceau reprend sa forme originale. Et alors que je suis en train de faire mumuse avec l'alu, j'entends... Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu serais pas en train de prendre un morceau d'engin pour l'analyser? On n'aime pas trop les gens comme toi par chez nous. Relâche le morceau d'engin et dégage, ou sinon... Ok, je pars, je suis plus là. Ensuite, De Souza reprend la route, complètement choc-barre, la queue entre les jambes. Et au bout de quelques kilomètres, il se décide à faire une pause, histoire de redescendre un petit peu. Bon, je m'arrête à une station-service pour prendre un petit café, histoire de me détendre. Et là, 2 très grands types s'avancent vers moi, arborant des costumes noirs, des mecs très soignés. Un d'eux se poste à côté de moi et me dit... Vous êtes Carlos De Souza, n'est-ce pas? Marié à un tel, n'est-ce pas? Votre fille, c'est bien une telle, n'est-ce pas? Il savait tout sur moi. Alors je me tourne vers le gars et lui dis... t'es qui, toi? Et comment tu sais tout ça sur moi? Écoute, mon Margoulin, aujourd'hui, tu n'as rien vu. Un petit conseil? Tais-toi et va-t'en. Si tu parles, les choses vont devenir très étranges pour toi. À ce moment-là, j'ai les méga boules, mais malgré tout, je remarque un truc bizarre au moment où mes 2 nouveaux potes démarrent leur caisse. Leur voiture n'a pas de plaque d'immatriculation. Ah ouais, étrange. Oh, c'est quoi ça encore? Non mais laisse, j'ai contacté des dératiseurs, on a des rats dans les mauvais studios. Enfin, ils vivent juste dans les cloisons, ils sortent pas. Ok, mais quand même, c'était comme des coups, tu sais... Non, mais t'inquiète, ça va. Bon, en tous les cas, De Souza respecte le contrat oral passé avec les 2 types et ne dira rien. Mais un matin, alors qu'il lit le journal, 6 mois plus tard, il lit en gros titre un truc du genre. Des extraterrestres à Virginia. Oh mon Dieu, c'est intense. Tu peux le refaire? Des extraterrestres à Virginia. Ouais, c'était mieux la première fois. Ok. Après un passage à la télé, De Souza se taira pendant 26 ans et ne reparlera que dans le cadre d'un documentaire de James Fox appelé Moments of Contact datant de 2022, retraçant les événements et recueillant pas mal de témoignages. Ce documentaire est une de nos principales sources pour le dossier, mais si vous voulez le voir, il vous faudra un VPN, car malheureusement, il n'est pas disponible en France. En même temps, vous ne nous écoutez pas forcément de France, donc certains d'entre vous n'auront pas besoin de VPN. Il vous suffira d'aller sur le site de Jeff Bezos, chercher Moments of Contact, et une fois que vous êtes sur la page... Oui, ça va, ils sont grands, ils devraient pouvoir se débrouiller. Bon, apparemment, l'OVNI observé par De Souza est un engin du même acabit que celui observé par notre couple de fermiers, et puis géographiquement, c'est pas déconnant non plus, c'est pas très loin. Seul détail incohérent, De Souza mentionne la date du 13 janvier, et non du 20 janvier comme le couple. Mais tout va bien, il reviendra finalement sur la date du 20 janvier. Ouf. J'adore quand les bases d'une histoire sont solides. Oui, c'est le minimum, parce qu'on aurait pu douter. Après, dis-toi que sa mésaventure datait de 6 mois quand il a osé parler. Et puis, on sait pas ce que les 2 Men in Black lui ont fait. Si tu as vu Men in Black, tu sais. Et tu sais, Michel, on dit souvent que la fiction est là pour nous montrer des trucs vrais en disant que c'est juste de la fiction. Mais qu'en vrai, c'est vrai. Ouais, c'est ce qui se dit. Dans les sphères complotistes, effectivement. Enfin, certes, je voudrais pas non plus vexer nos amis platistes. Et sinon, on disait plutôt que d'autres que le couple et De Souza auraient spoté cet ovni, non? Exact. Et puis, il y en a 3 qui ont vu mieux qu'un engin bourré dans le ciel, et chronologiquement, il faut le préciser, ce sont elles qui ont témoigné en prems à la télé. Tu nous les présentes, les 3 gagnantes? Oh que oui. Ces 3 personnes sont Valkyria Silva, âgée de 14 ans à l'époque des faits. Elle est fan de Tom Cruise qu'elle a adoré dans Jerry Maguire, sorti cette même année 1996, et collectionne les pins parlants. La deuxième, c'est sa sœur Lilianis Silva, 16 ans à l'époque des faits. Elle collectionne les éternuements, aime la couleur bleue et sait réciter l'alphabet en braille à l'envers. Et pour terminer, voici Katia, 22 ans. Elle n'aime rien du tout, elle est chiante, mais on les applaudit quand même toutes les 3. Nous sommes donc le 20 janvier, il est 15h30. Nos 3 jeunes filles rentrent du travail. Oui, c'est jeune, mais apparemment, elles travaillent. Comme à leur habitude, elles décident de prendre un raccourci. Liliani découvre un nouveau graffiti. Elle s'attarde et grand bien lui en prenne, puisqu'elle repère, adossée à un mur, une espèce de créature accroupie. Une créature? Elles sont certaines que c'est pas un vieux gars en train de déposer les enfants à la crèche à l'abri des regards indiscrets? Bah non, parce que déjà, il n'y a pas de crèche dans le coin, et puis il n'y a pas d'enfants non plus, donc... Mon Dieu, qu'il est bête. Non, et puis, pour elle, il est certain que ce n'est pas un vieux gars. Selon leurs mots, il n'est ni animal, ni humain. Il fait 1,50 m avec une peau de couleur brun foncé, d'aspect luisant, un cou très court, une grosse tête sans cheveux, ainsi que de grands yeux rouges, une bouche et un nez très petit. Ah ok. Un tiers animal, un tiers humain, un tiers Éric Zemmour en fait. Drôle de machin.
Je trouve ça pour le moins bizarre. C'est bizarre, je ne l'imagine pas comme ça. Toujours est-il que les filles ne tentent pas d'interagir avec ce Alf glabre à base de 5 notes genre. Mais décident d'un commun accord tacite de se barrer. Run. Très vite, tellement le gars, enfin la bête, enfin disons-le, l'alien les terrifie. Mais attends, on a affaire à une authentique rencontre du troisième type. Oui, d'où le... T'es tellement subtil, Michel. T'es tellement bizarre aujourd'hui, Francky. Bref. Malheureusement pour les filles, l'alien est pourvue d'une triple bouche, elle-même pourvue d'une langue turgescente et élastique. Cette langue ignoble s'étend alors sur 20 mètres, attrape les 3 filles en même temps, les avale et recrache leurs os rongés par de l'acide vert à même le bitume. Oh là, Michel, je vais vomir. Mais non, évidemment que non, ça s'est pas passé comme ça, c'était trop cool. Liliani, qui des 3 est la plus curieuse, observe l'individu plus longtemps que ses 2 camarades et remarque que quelque chose ne va pas chez le dit alien. Elle ressent que ce dernier est intelligent et blessé. Elle ressent de la peur, mais ressent aussi que l'alien a peur. Blablabla. L'imbécile. C'est toujours comme ça que l'on fait pour conquérir le monde. Blablabla. Plutax. Ouais. Blablabla. Mais ta tête, elle a quoi? Enfin, qu'est-ce que c'est que ces tentacules purulents qui bougent là sur ta tête? On dirait un lapin infecté par le papillonavirus de Chope. Ah, et puis ça sent fort la crevette, tout ça. Eh oui, mes petits cancrelats. Brutax premier, mon popo, blablabla, est parti pour le valalalalala. Je suis donc devenu roi de Plutoxnia, blablabla. Ceci est ce que vous, humains, appelez couronne, blablabla. Alors, ployez vos tentacules devant votre nouveau roi. Ok, félicitations. Mais on ne pourra rien du tout, mon loulou. On n'est pas Plutoxnia, nous. C'est vrai, blablabla. Alors profitez bien de cette dernière émission. Blablabla. Quoi? Là, il s'est barré. Et comme tous les méchants dans Mauvais Travail, il aime se fendre d'une bonne punchline de méchant avant de partir. Bon, je peux continuer? Ok, vas-y. Oui, donc, les 3 filles se barrent en courant du lieu de leur rencontre avec cet étrange type. Les 2 sœurs arrivent assez vite chez elles et trouvent leur mère, Louisa Helena. Cette dernière, un petit peu beaucoup hallucinée par l'histoire rapportée par ces 2 filles, se dit que, bon, on va aller voir l'endroit où la supposée rencontre a eu lieu. Je dis supposée, mais à l'entendre, elle ne remet aucunement en question la parole de ses filles. Ni aujourd'hui, ni en 96. À l'époque, au même moment en France, Ophélie Winter est 4e au top single avec Dieu m'a donné la foi. Francky. Comme par hasard. Pardon, t'as raison, elle n'est que 5e. Francky. Ok, je reprends. Les filles vont de rechef à l'endroit de leur date d'outre-espace, accompagnées cette fois de leur mère, entre excitation et crainte, en répétant en boucle ce qu'elles ont vu. Une fois arrivées sur place, pas de petit homme chelou aux yeux rouges accroupi et à poil, non, juste des traces de pieds, ou plutôt de pattes. 3 pattes. Et en y repensant maintenant, j'en suis sûr, Dieu m'a donné la foi était bien au 5e rang du top single. Liliani, la grande sœur Silva, dira 26 ans plus tard dans le docu de James Fox, pas Mulder, qu'étant catholique hardcore en 96, elle pensait d'abord qu'il s'agissait d'un démon et qu'à présent, enfin le présent de 2022, 26 années plus tard que 96, elle est sûre, parce que moins catholique hardcore, qu'il s'agit d'un être venu d'une autre planète. Bon, moi-même, je me perds un petit peu dans ce que je viens de dire, mais ce sont ses propos. La mère précise dans le docu de Fox, donc en 2022, qu'à son arrivée à l'endroit de la rencontre, elle ne supporte pas la forte odeur d'ammoniac et de soufre qui se dégage du lieu. Elle dira même qu'elle gardera l'odeur une vingtaine de jours, malgré, et je vous déconseille de faire ça, des lavages de nez répétés à base d'alcool et d'eau. Ah, quand on dit alcool, il y a Johnny Depp pas loin. Alors effectivement, l'alcool en guise de débouche-nez, c'est bof. Nous, on recommande plutôt des trucs moins astringents, genre, je sais pas, lessive par exemple. Michel, on est une émission familiale un petit peu. Il y a des enfants qui nous écoutent, alors non, ne vous lavez pas la bouche et le nez avec de la lessive, parce que... Les enfants adorent toucher à tout, et encore plus depuis que nous passons nos journées à la maison. Mais s'ils trouvent une boîte de lessive et en aval, ça peut avoir de graves conséquences. Fermez bien la boîte jusqu'au clic et gardez toujours hors de portée des enfants. Ariel, restons à la maison, restons en sécurité. Oui, t'as raison, faut faire de la prévention. Hein. J'étais un peu emporté dans mon cynisme. Pardon, je ne recommencerai pas. Ok, Michel. Bon, il est maintenant 18h, soit 3 heures après la rencontre d'E.T. et des filles. Pas loin, le même jour, le 20 janvier, jour de la Saint-Sébastien, le temps est dégueulasse à base de grosses pluies. 2 policiers militaires, Eddie Lopez et le jeune Marco Cerese, âgé d'une vingtaine d'années, patrouillent. Tout à coup, dans la lumière de leur phare, ils voient une créature chelou. Et ce, pas loin de là où les 3 jeunes filles ont vu leur créature chelou. Marco, sans réfléchir, sort tout de suite de la voiture, attrape la créature et l'escorte dans la Ford Escort à main nue. Et ça colle. Il arrête pourquoi, du coup nudité sur la voie publique, déposage d'enfants à la crèche, alors que ce ne sont même pas des enfants qu'il dépose et en plus il n'y a même pas de crèche dans le coin. Non. Mais apparemment, notre créature semble vraiment faible et un peu perdue.
Et vu qu'il n'y résiste pas du tout, Marco l'emmène avec lui. Pas pour la mettre en zonzon, mais pour l'emmener à l'hôpital. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Alors, ouvrez la bouche, enfin, celle qui est sous votre 3e bouche en partant de votre 4e nez. Ah non, lâchez-moi. Vous collez, c'est insupportable. Et cette odeur d'ammoniac. Bon, avant l'hosto, Marco fait un crochet chez lui pour se changer. Je vous rappelle que le temps est dégueulasse, qu'il est mouillé des pieds à la tête, qu'il est tout poisseux du fait de son touche-touche avec l'alien et qu'il sent l'ammoniac. Il se change et lâche à sa femme un classique. M'attends pas pour dîner, chérie. Je vais avoir beaucoup de travail cette nuit. Oh oui, beaucoup de travail. D'accord chérie, mais surtout fais attention à toi, évite de te faire contaminer mortellement par un alien que tu aurais ramassé à main nue dans ta Twingo. Ce serait trop bête. Quoi ? Hein ? T'es gentil, toi. Ça ne m'est arrivé que 6 fois ce mois-ci. Alors, ton cynisme, là... Et puis ma caisse, c'est une Ford Escort, je t'ai dit. Une Ford Escort. Marco revient à Sagova. Son autostoppeur de l'espace est toujours là, toujours affaibli. Hop, ils prennent la route vers l'hôpital du coin, plus loin en ville, mais l'équipe de celui-ci refuse de soigner l'alien pour cause de... On n'a pas le matériel nécessaire pour ça. Il pousse donc plus loin, à l'hôpital régional qui, lui, a plus de moyens pour soigner notre créature. Lors du passage de notre alien dans cet hosto, si vous aviez une urgence, autant dire que vous auriez découvert une ambiance particulière. Un établissement blindé de militaires tant à l'intérieur qu'aux alentours. Le truc commence vraiment à ressembler à un film des années 90. On aime ça. Imaginez la scène. Vous êtes médecin, un vieux médecin du genre... J'ai tout vu dans ma carrière, des vertes et des pas mûres. Alors, pour me surprendre, faudra se lever tôt, mes louveteaux. Des vertes, des pas mûres, ok. Mais qu'est-ce qu'il dirait d'un petit gris pas gris ? Mais oui, car une fois la porte du bloc opératoire poussée, le médecin, accompagné d'infirmiers et de mecs de l'armée, se retrouve complètement ébobi, stupéfait et terrifié par la chose allongée sur la table d'opération. Sa taille est d'environ 1m50. Il a une peau brune, d'apparence réticulée et huileuse, mais lisse et sèche au toucher. La tête est volumineuse, surmontée de 3 arêtes osseuses parallèles et sans aucun cheveu. Les yeux sont grands, de couleur rouge et légèrement relevés sur les côtés extérieurs. Ils semblent aussi brillants et humides. Ses mains ont 4 doigts longs et flexibles, sans pouce. Mon Dieu, qu'il est laid. Oh bordel, il est comme nous, il a pas de pouce opposable. Oui, mais chaque doigt peut s'articuler avec les autres. Les pieds ont 3 doigts principaux à l'avant, complétés d'une sorte d'appendice préhensile à l'arrière, muni d'une griffe rabattue vers le bas au repos. Je constate que la disposition des doigts de pied correspond bien aux empreintes de pieds remarquées par les 3 jeunes filles et leur mère dans le terrain vague de Jardim Mandere. Le médecin donne également quelques indications sur l'anatomie interne de la créature, mais il n'a pas le temps d'aller plus en profondeur, enfin littéralement, puisqu'il a les bidasses sur le dos, bidasses qui veulent qu'il termine l'opération FISA. Ses os comportent des cavités, comme s'il souffrait d'ostéoporose, mais il semble néanmoins très solide. Le sang est de couleur et de consistance semblables au nôtre. Michel, tu termineras ton smoothie framboise bourguignon plus tard. Merci. Ok. Donc, le sang est de couleur et de consistance semblable au nôtre, mais à l'examen au microscope, il a beaucoup plus de plaquettes. Il coagule presque instantanément. Il a une série de vaisseaux sanguins saillants sous la peau de ses épaules, un peu comme nos varices. Selon le médecin, l'alien s'est fracturé le fémur et s'est blessé dans le haut de la cuisse. Pour rappel, on parle d'un extraterrestre, parce que là, on a quand même bien l'impression qu'on parle d'un vieux à qui on aurait trafiqué le mont-escalier Stana et qui aurait fait ce genre de vol plané, comme Madame Deagle dans Gremlins. Ouais, mais j'avoue, quand ils décrivent l'anatomie à base de fémur et de cuisse, on n'est pas vraiment sur un grand ancien, hein. Mais ouais, Michel, t'as raison. Où sont donc passés les tentacules, les têtes de poulpe ? Bon, il y a du gluant, ok, mais... Hein, ils sont où ? Blablabla, tu veux du tentacule? C'était une façon de parler, mon bon Plutax. Roi Plutax. Roi Plutax, pardon. Bon, en tous les cas, le chirurgien opère notre alien, mais il n'est pas serein. Et puis en plus de son éthique, il y a les bidasses qui lui foutent la maxi-pression derrière. C'est alors qu'un brouillard verdâtre envahit la pièce. Et rien à voir avec la maxi-pression, hein. Ça ne vient pas du chirurgien, mais bien de l'alien. Ces 2 derniers croisent mutuellement leurs regards et une grande quantité d'informations pénètre le cerveau du docteur. Waouh.
c'est foutrement intense et sexy. C'est vrai ça ? Ah bah oui, sûrement, hein. C'est dit dans le documentaire de James Fox, mais pour l'amour du grand mauvais, tu peux remettre ton pantalon. La blessure du convalescent cicatrise en moins de 24 heures. Il quitte l'hôpital le 22 janvier dans un état, dirons-nous, correct. On le transfère alors dans un autre hôpital pas loin de là. 18 heures plus tard, des témoins assurent avoir vu, par la porte de derrière du premier hôpital, transiter une caisse en forme de cercueil avec un cadavre à l'intérieur. Ok, donc la caisse était soit ouverte, soit transparente. Ouais, ça se tient pas mal pour des mecs qui veulent être discretos et qui font l'effort de partir par une porte dérobée. Moi, ça me choque pas. Ensuite, on l'emmène à Tres Carrasoes, à environ 25 bornes de Virginia, dans une école de sous-officiers. Le 23 janvier, direction Campinas à l'école d'officiers, avant d'être envoyé à l'université de la ville, où le docteur Badan Palares, un médecin reconnu, l'autopsie. Le médecin, selon une source, j'ai pas la source, hein, elle a dû être effacée, dit à un étudiant curieux qu'il ne parlera pas de cette affaire avant des années. Et surtout, le 26 janvier, des officiers de la fucking NASA sont passés par l'école des officiers, hein, pour des raisons de coopération, hein, comme par hasard. Francky, t'es sûr que... Mais quoi, hein, Gogmouche, depuis le début c'est moi, Jean-Francky Théorie, hein, dans la soucoupe en fait c'était pas Francky, c'était moi, et ils m'ont greffé le visage de ton cher petit Francky. Ensuite, tac, j'ai suivi la Laurent Gérard Academy pour la voix. Bon allez, je suis pas un monstre, je te rends ton Francky. Hein? Michel, ouvre donc le placard derrière toi, c'était un prank. Quoi? Ouvre. Allez, je me casse. Tocard. Putain, mais c'est vrai en plus. Oh là 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 là. Aïe! Oh bordel, mais c'est toi qui cognais à la porte du placard depuis 4 mois. C'était pas des gros rats là ou je sais pas quoi. Et ouais, bordel, c'est mon cousin, il est toujours jusqu'au boutiste quand il s'agit de faire des blagues. Comment t'as pu croire à cette histoire de rat? Tu m'as désespéré. Bref, j'ai soif. Et Michel, pour l'amour du grand mauvais, détache-moi. Ok, j'enlève. Oh, putain. Allez, tiens, de la flotte. Bon, je coupe et on reprend quand tu seras en état, mon petit Francky, ou... Ok, Michel, le temps de me sustenter, c'est bon. Je vois une tasse de café, là, je peux? Ah non, touche pas. Et il y a un poisson qui s'est glissé dans le percolateur, c'est dégoûtant. Ah ouais, c'est pas banal. Tutoxnia News, l'heure des prax. Et l'actu du jour, enfin, en lisant ça, ça m'a déprimé. Les tentacules m'en sont tombés, oh là là, c'est hallucinant. Bon, vous avez tous entendu parler des 2 humains abductés dans notre soucoupe Z3E1 22 23 54 166, il y a 3 balles, hein? Ah oui, alors oui, bien sûr, c'est hallucinant comme histoire. Bon, à la base, ils nous servaient à tester des trucs sur classique quoi. Et puis je trouve qu'ils sont très très bien loin de nous dans la soucoupe prison labo. Oui, très très loin de Plutoxnia. Bon, apparemment, ce n'est pas l'avis de tout le monde puisque le parti d'extrême, évidemment, demande à les faire descendre chez nous sous prétexte, et là je ne sais pas si on doit biroublorxer, sous prétexte que les êtres humains auraient une âme. Ça, je ne sais même pas ce que c'est, vous avez déjà entendu parler de ça, vous. Alors, excusez-moi, parce que, si on en fait entrer un dans notre atmosphère, ça va se reproduire tout seul, hein, parce que on le sait, hein, la science le dit, hein, parce que avec leurs petits tentacules, là, parce qu'après, au début il y en a un, puis après, rapidement il y en a 2, puis 4 éventuellement. Bref, et les humains doivent rester chez eux. Et le roi Plutax va devoir montrer les tentacules, hein, et prendre des décisions. Alors je suis désolé de dire ça comme ça, mais ces êtres humains ont montré qu'ils ressentaient de la douleur, blablabla. Le sujet, Frankix, a pleuré quand on a branché le voltoculax sur son téton gauche. C'est n'importe quoi, vous dites n'importe quoi. Les Plutoxnia le savent, bon sang. Les humains viennent nous remplacer, blablabla, je le dis toute la journée. Mais c'est quand même hallucinant qu'à chaque fois qu'un membre de l'extrême ouvre sa 4e bouche en partant de son 4e nez de droite, c'est pour nous tirer un laser dans le frax. Les humains doivent disparaître. Non mais, je pose la question. Non mais c'est quand même hallucinant, c'est quand même fou. Ici on peut pas parler, à chaque fois qu'on parle vous hurlez. Non mais puis ça me fait pleurer, voilà. Bon allez, vous avez gagné, on va arrêter là parce que moi je vous le dis, on fonce droit dans le mur de Planck, hein. Voilà, bon, allez, un peu de pub, on vire l'autre con là et on reprend sur des basses scènes. C'est pas possible, à chaque fois que tu viens, tu dis lâche l'axe. Olorax l'a dit, tu t'obtiens un narratif, c'est quand même compliqué, est-ce que c'est compliqué? Regarde, elle...
o caso do alienígena de Varginha. L'étrange cas de l'alien de Varginha. Ça va mieux, Francky ? Ouais. Et on reparlera de cette histoire d'enlèvement par des extraterrestres à l'occasion. Mais pour le moment, on peut reprendre où mon enfoiré de cousin nous a laissé. Alors comme il disait, car du placard j'entendais tout, le 26 janvier, des officiers de la NASA arrivent à l'école des officiers pour des raisons, disons, pas très claires. Et c'est peu de le dire. Au passage, le jeune officier qui a pris notre alien dans sa voiture pour l'emmener à l'hôpital sera vite hospitalisé après ça. Il aurait contracté une infection bizarre qui aura eu raison de lui en 1 semaine. Ouais, comme quoi tu aides les gens et voilà quoi. Parce que moi je dis toujours trop bon, trop con. Donne à manger à un pigeon, il s'envole et après il te chie dessus. T'as bien raison mon Francky, mais reprenons. D'après des examens, on aurait détecté 8% de substances inconnues dans le corps de notre jeune samaritain et une fois décédé, celui-ci n'aura pas le droit à une cérémonie. La famille est mise à l'écart et ne saura rien du tout. Pas de certificat de décès, pas de dossier médical, pas de corps. Un certain docteur Furtado, on adore son nom, cardiologue aux soins intensifs, suit notre jeune officier de police qui passe d'abord par le service des urgences de l'hôpital régional. Selon Furtado, ce dernier se plaignait d'une douleur intense dans la région lombaire. Nous avons demandé des analyses d'urine, des radios de la colonne, de la zone lombaire et du sacrum, en plus d'une analyse par l'orthopédiste, parce que la douleur était intense et que nous suspections la présence d'une hernie discale. Le docteur Rogiro Ramos s'est chargé de la partie orthopédique de l'état du patient. Il nous indiqua qu'il n'y avait aucune altération et que le problème ne venait pas de là. Il nous dit aussi qu'il nous fallait continuer nos recherches sur la cause des douleurs et sur celle de la fièvre qui commença à apparaître ce même jour. Les examens de sang arrivés dans l'après-midi montrèrent un hémogramme avec une leucocytose, une déviation à gauche et des granulations toxiques dans les neutrophiles. Ceci était un signe d'une importante infection hautement capable de provoquer un empoisonnement, toxémie. Car il y avait des granulations toxiques. Nous avons alors procédé à l'administration de 2 antibiotiques, de la pénicilline et de la gentamicine, parce que nous avons pensé qu'il pouvait s'agir d'une pneumonie à cause de la localisation de la douleur ou encore d'une infection urinaire. Nous avons donc administré des antibiotiques susceptibles de répondre aux 2 possibilités. Le cardiologue le dirige vers un autre hôpital où il est pris en charge par un certain docteur René, médecin généraliste et également cardiologue qui demande une batterie d'examens. 3 jours plus tard, rebelote. Réexamen car Marco souffre toujours au niveau des lombaires. Le 13 février, soit le lendemain, on remet ça, mais pas d'évolution. Le 14 février, il est fiévreux, il a mal, mais pas tant que ça. Le 15, par contre, il se réveille très fatigué, dans le gaz. Et surtout, il a des signes de cyanose, à savoir que sa peau devient bleuâtre, signe que Marco manque d'oxygène et inutile de dire que c'est mauvais signe. Ok, ce qui ne t'a nullement empêché de le dire, apparemment. Yep, c'était purement rhétorique, mais toi et la subtilité. Bref, quoi qu'il en soit, pour le médecin, ces symptômes sont la conséquence d'un empoisonnement général du sang, avec une potentielle septicémie à venir, une grave infection, quoi. Donc sans attendre, on le transfère au traitement intensif de l'hôpital régional. Malheureusement, 2 heures après, le jeune policier succombe malgré le traitement administré. Furtado se questionne. Suis-je le cousin de cette excellente chanteuse produite par Timbaland qui a sorti l'excellent Say It Right en 2006 ? Non mais on laisse donc Furtado s'exprimer, hein, même si ok, Say It Right, c'était trop bien. C'est quand même bizarre qu'on n'ait pas cherché les causes de cette mort si bizarre. Quelques jours plus tôt, il allait très bien, et puis quand il est arrivé, l'infection avait l'air si simple à traiter, non vraiment je comprends pas. J'y ai longuement pensé. Le gamin n'était pas sous un traitement qui aurait affecté son système immunitaire, et puis c'était pas congénital non plus. Je veux dire, il avait 23 ans et il était en pleine forme. C'est pour ça que je pense que cette immunodéficience si soudaine a été acquise. Pour vous dire comment, par contre, là, je veux dire, sa mort n'est ni la conséquence d'une pneumonie, ni d'une infection urinaire, ni d'un abcès. Au tout début, on aurait plutôt misé sur une infection urinaire ou rénale à cause d'une entérobactérie. Mais en moins de 20 jours, 3 bactéries ont attaqué le jeune homme. 3 ! Autant vous dire que c'est excessivement rare. Lorsque plus tard, on demande à Furtado si toute cette histoire semble crédible à ses yeux, il répond que oui, que le jeune Marco n'a rien caché de ce qui lui était arrivé au médecin pour se sauver. Et selon sa sœur, Marta Tavares, on avait essayé de l'empêcher de parler. Marta Tavares, la sœur de Marco Cirese, nous confie. Je m'appelle Marta Tavares. Je suis la sœur de l'officier militaire qui était impliqué dans l'affaire de l'extraterrestre de Varginha en 96. Je lui ai demandé si cette histoire de créature chelou était vraie. Il a répondu « Bah écoute, une chose est sûre, cette histoire va faire grand bruit ».
Nous sommes allés aux soins intensifs à 7h du matin, le 10 février. Il m'a dit « Découvre ce que j'ai, parce que je ne me sens pas si mal que ça ». Et il est ensuite allé aux soins intensifs, et à 11h45, il est décédé. La fiancée de Marco, elle, lorsqu'on lui demandera si elle a pu voir le rapport médical de sa moitié, dira « Ils m'ont demandé de l'argent pour que je obtienne. Ils ont mis beaucoup de temps à les livrer et résultat, quand je l'ai eu, il manquait des pages. Personne n'est pour m'expliquer cela. J'ai toujours cherché des explications, mais je n'en ai jamais eu. » Le matin du 20 janvier, vers 10h32, soit 5 heures avant la rencontre avec les filles, une créature est repérée un peu perdue dans le quartier de Jardim Mandere. Les pompiers et militaires, trop heureux de garnir leur bestiaire de ce Pokémon Go brésilien de l'espace, débarquent 2 heures après avoir été appelés et capturent sans trop de difficulté le Pikachu pour le foutre dans une vieille cage en bois. Ouais, rien à foutre, zéro respect. Ouais, en plus il est dit qu'il choque notre bestiole avec un lasso, et que cette dernière émet un bourdonnement d'abeilles. Toujours le 20 janvier, vers 14h02, un jogger témoigne anonymement d'un fait également bien chelou. Alors que je rentrais de chez ma maîtresse en joguant, c'est comme ça que je fais pour pas que ma femme se doute que je la trompe avec sa mère, j'ai vu des militaires courir un peu partout et à un moment, pom, 3 coups de feu. Ensuite, quand le calme est revenu, j'ai vu 4 militaires porter 2 sacs et un de ces sacs bougeait, bordel. Aujourd'hui encore, je me demande ce que j'ai vu. Merci. Excusez-moi, rien à voir, mais sinon, au début où je parle de ma maîtresse Adriana Silva, qui vit au 42 rue Itajuba, si vous pouviez couper, ce serait cool. Juste par sécurité, hein, je voudrais pas faire de la peine à ma femme, Luana. Pas de paix, on fera ça sans faute. Cette histoire de 2 sacs avec un qui bouge et l'autre qui bouge pas est corroborée par un des militaires qui aurait capturé les 2 aliens en tuant un au passage. Et selon lui, ils ont les mêmes caractéristiques physiques que l'alien retrouvé par les 3 jeunes filles. À la bonne heure. En 2002, le docteur Roger Keller, un chirurgien américain spécialiste en pédiatrie, se rend sur place à Virginia. Oui, pédiatrie, je n'ai pas mal prononcé le mot pédiatre, parce qu'en fait, c'est l'équivalent en France d'un médecin spécialisé en podologie. Bref. En plus de son taf de pédiatre, il est l'auteur d'ouvrages ufologiques et a notamment produit OVNI et implants, un chirurgien témoigne. Durant les années 90, il aurait extrait des implants d'origine inconnue sur des personnes prétendant avoir été enlevées par des extraterrestres. T'as entendu, Michel? Tu vérifieras que t'as pas été pucé pendant tes 4 mois de vacances spatiales. Ok, d'accord. Roger a publié divers témoignages sur les implants extraterrestres et présenté ses travaux de recherche dans plusieurs pays. Il fait d'ailleurs partie des 7 chercheurs américains choisis comme porte-parole à l'occasion de l'inauguration du musée de l'aéronautique et des ovnis au Japon. Ok, lui il est sérieux, on peut continuer sereinement. Et pour vous prouver qu'il est sérieux, quand on lui demande qu'est-ce qu'il fout là, il dit « Je veux me faire pécho par des aliens, prenez-moi ! Tentaculez-moi !» Pour une bonne compréhension de l'émission, nous devons vous informer que le verbe tentaculer n'a aucune connotation sexuelle. Il s'agit d'une pratique plutoxnienne qui vise à introduire les dits tentacules dans les oreilles du sujet afin de communiquer avec celui-ci sans avoir à parler et surtout extirper ses pensées les plus brossons. Sérieux, Francky, on a dit sérieux. Ok. Après, s'il faut tentaculer, je suis équipé. Non. Donc, bordel, j'en peux plus. Donc, quand on lui demande ce qu'il fait là, il dit « Le but principal de ma présence ici est d'observer les preuves matérielles de cette affaire. C'est ma spécialité. Ici, nous avons 14 témoins directs et nous avons 8 témoignages militaires fiables. » Dans la mêlée, on retrouve également Ubirajara Rodriguez, avocat, professeur et ufologue évidemment. S'il faisait des pubs télé, ça donnerait probablement ça. Oh mon Dieu, je me suis fait tentaculer par un alien alors que j'étais en train de dormir du sommeil du juste. Je ferais mieux d'appeler Ubi. J'étais complètement torché et je roulais à fond lorsque j'ai vu une grosse boule lumineuse et là, je me suis fait tentaculer sans même que la créature ait pris le temps de m'inviter à dîner avant. Je ferais mieux d'appeler Ubi. Salut, je suis Ubirajara Rodriguez. Ubi, vous le saviez-vous que vous aviez des droits, qu'on ne pouvait pas vous tentaculer sans votre consentement. Alors, si ça vous est arrivé, appelez-moi. Abduction, tentaculage, rayon bleu, e-type, tigri, implant, sonde anale, fécondation par alien, arrestation pour pipi sur la voie publique, Intimidation par le FBI. Appelez Ubi. C'est moi. Better call Ubi. Donc Ubirajara Rodriguez part à la recherche de preuves. Il cherche du témoignage. Nous n'allons pas abandonner l'affaire. Oh que non. Toutes les informations seront les bienvenues. Alors, appelez Ubi. Better call Ubi. Oh stop!
Bon, vu le perso, vous imaginez bien qu'il n'a pas abandonné. Oh que non. Et il a mené pas mal de recherches et d'interviews. Il a beaucoup été médiatisé pendant les événements. Il a ensuite été coéditeur et consultant pour UFO Magazine. À l'époque, il était du genre à dire « Ces créatures d'une autre planète ont été capturées, emportées par les militaires et on a pratiqué sur elles des examens biologiques. Quand je fais des recherches sur des cas d'apparition d'OVNI, j'utilise une méthode de notation après évaluation des preuves et après avoir pesé le pour et le contre. Et je mets 7 sur 10 au cas Varginha. » Après son départ du magazine, il revoit sûrement son 7 sur 10 à la baisse et donne une interview qui fera grand bruit. Car... Quoi ? Il a montré au monde entier un alien vivant prouvant que l'incident de Varginha était réel ? Non. Il admet aujourd'hui qu'il a une position sceptique envers la majorité des occurrences d'OVNI déjà étudiées par ses collègues et même par lui-même. Ce qui, contre toute attente, entraîne un malaise général et quelques controverses dans le milieu de l'ufologie. Oups, et là j'ai l'impression qu'on avance calmement vers le côté débunk de la force. Ah bah voilà, ça commence, on débunk. Et tiens, au fait, vous avez entendu le témoignage de la famille là, hein c'est lui où la famille s'est fait livrer une pizza et que tout à coup, au moment de réceptionner la pizza, il y a une grosse boule lumineuse qui apparaît au-dessus de la maison. Oui, on connaît, mais on peut pas mettre tous les témoignages. Et encore une fois, c'est tout ce qu'on nous propose, du témoignage. Bah, ça aurait été judicieux d'en parler, parce que moi je vois ce que vous faites, plus on avance et plus vous faites le petit malin qui doute et vous vous éloignez de l'excellent docu de James Fox. Et bah écoutez, une semaine plus tard, après le témoignage, qui s'est pointé pour parler à la famille ? Samuel Etienne ? Banane. Bah non, c'est pas Samuel Etienne, mais votre fameux Oubi Rajara, là, qui depuis, bizarrement, s'est repenti et est devenu sceptique, comme par hasard, parce que lui, c'est sûr, il en savait des choses, parce que quand il est venu, il était pas seul, il était avec des Américains. Comme par hasard. Et j'en mettrais mon tentacule à couper que c'était soit le FBI, soit la NASA. Comme d'hab. Alors ouvrez vos chakras un peu. T'as raison, mais c'est quoi cette télécommande en forme de terre plate ? Non, on fait pas ça, biche. Désolé. Janvier 1996, un radiologue reçoit une visite de l'armée à l'hôpital régional et témoignera dans le documentaire sous couvert d'anonymat encore une fois. D'ailleurs, les témoignages que l'on vous rapporte, les petits mauvais, viennent essentiellement du documentaire de James Fox. Et souvent, lorsqu'il interviewe quelqu'un, il insiste sur le fait que certaines personnes qui témoignent pour lui le font sous couvert d'anonymat. Et pour lui, ça ne fait qu'augmenter la crédibilité du témoignage. Et pourquoi ? Eh ben, comme le disait l'excellent Frank Magic, reprenant la logique du navrant Jean-Francky Théory dans l'épisode 43 de Mauvais Travail à 9 minutes 52. Mais tu sais, selon Jean-Francky Théory, t'as plus de chances que l'info soit vraie si tu ne sais pas de qui elle vient. Parce que, vu que la vérité dérange, ceux qui révèlent des vérités graves ont intérêt à se protéger de ceux que ça dérange. Sacré Jean-Francky, mais oui. C'est vrai que James Fox insiste lourdement là-dessus en disant que s'ils font ça anonymement, c'est qu'ils ne sont pas des gros opportunistes avides de lumière et de sous-sous. Le radiologue anonyme témoigne donc. À l'extérieur de la cour fermée, il y avait un camion de l'ESA, l'école des sous-officiers de l'armée de terre. Dans la cour, il y avait une Jeep, du personnel militaire et 8 ou 10 autres véhicules de la police. Les militaires sont les mêmes que tout à l'heure, ceux avec le gros frigo en forme de caisse dans le camtar. Ils m'ont demandé de faire une radiographie du crâne. Colonne vertébrale, thorax, abdomen, bessin, jambes et bras. Leurs yeux étaient fixes, m'observaient tout le temps pour voir ce que je faisais. Mais ils ne m'ont rien dit. Ils ne parlaient même pas entre eux d'ailleurs. Les radios ont été développées ensuite, mais je n'ai pas eu le temps de les voir. L'armée a tout embarqué ce jour-là. Votre travail est terminé. Merci, au revoir et surtout, vous n'avez rien vu et rien fait. Lui aussi témoigne d'une odeur sulfurique et ammoniacale. L'odeur est très forte et malgré le départ du corps de l'alien, elle reste, contraignant ainsi l'hôpital à fermer ses ailes. Cette odeur dira plus tard. C'est que j'étais pas venu là pour rester, mais dès que je suis arrivé, je sais pas, je me suis senti chez moi. Vous l'avez senti ? Rapport au fait que je suis une odeur, et que je suis conne, bordel, avec mes vannes qui puent. Comme vous l'avez remarqué, les témoins ont leur conseil de ne rien avoir vu et de ne rien avoir entendu, sinon... Sinon. Et ce genre d'intimidation reviendra à chaque témoignage dans le documentaire de James Fox à qui on fait définitivement beaucoup trop de pub. Donc, quand on reparlera de lui, on le rebaptisera désormais Jean Renard. Intimidation que notre ami Carlos de Souza évoquait plus tôt dans notre dossier lors de son témoignage sur ce qui lui est arrivé à l'ère d'autoroute. Louisa, la maman de Liliani et Valkyria Silva, ira également de son petit témoignage sur ces méchants Men in Black. Il était 21h. Les filles dormaient déjà et j'ai innocemment ouvert la porte. Pas pensant que ça pouvait être les chercheurs qui étaient déjà venus ici. Mais ensuite, 4 hommes sont entrés. Je les avais jamais vus auparavant. Ils étaient habillés tout en noir. L'un d'eux portait une mallette et un autre me dit « Fermez la porte, fermez la porte !» Ça m'a fait peur. Un autre me dit « Donna Luisa, nous sommes là ?» Il continue. Il me dit «
Nous sommes ici pour vous faire une excellente proposition parce que vous pouvez devenir riche ici et maintenant si vous le souhaitez. Je lui ai demandé de quoi vous parlez et lui de répondre « Dites aux filles qu'elles n'ont rien vu. L'argent qu'il y a dans cette mallette vous sera donné, par contre, vous ne pourrez le dépenser qu'en dehors du Brésil. » Moi j'ai répondu que je pouvais pas faire ça. Mes filles ont vraiment vu quelque chose. Je peux pas les faire passer pour des menteuses, ni moi-même d'ailleurs. J'accepterai pas cet accord avec vous, que je lui dis. Maintenant, partez de chez moi ou j'appelle les flics, que je leur dis. Ils ont insisté, mais ils sont quand même partis. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils n'étaient pas brésiliens. Et pour conclure sur les éléments qu'on a pu glaner sur Internet, articles, documentaires et tutti quanti, Jean Renard, le réal dans Moments of Contact, essaie d'aller interviewer le collègue de Marco Chiarese, Eric Lopez. Celui-ci est injoignable depuis 26 ans. Sur une bande-son bien lourde et dramatique, escorté par un caporal de la police militaire au moment des faits, Renard se pointe directement chez Eric Lopez. Bon, bien que ce soit un Lopez avec un S, il est accueilli comme chez un Lopez avec un Z, un mec tout doux, tout mignon, bien de chez nous, genre... Lopez de vous mort! Le stade Clément, vous allez manger! Le quelqu'un de vous mort! Le stade vous mort! Viens, toi! Viens! Désolé, c'était un petit plaisir perso. Alors, ce sera un peu moins violent, mais quand même pas super cool, puisque arrivé sur les lieux, un homme, sûrement un pote de Lopez, sort la tête de sa maison et dit « S'il s'agit de l'extraterrestre, Lopez ne parlera pas. Et mieux, il va s'occuper de toi. » Il menace de virer l'équipe à base de fusils. Renard insiste pour poser une seule question. « Et pensez-vous que Lopez va se manifester un jour et parler de tout cela ?» Je suis Lopez. Mais clap de fin de tournage, fin de documentaire, il ne parlera pas. L'équipe repart, Renard en fait des grosses caisses et il lâche dramatiquement. Si ce type n'avait rien à cacher, il aurait juste parlé. Bon, là, on vous a plus ou moins relaté le truc tel qu'il est raconté dans le documentaire de Renard. Au passage, on le répète, les témoignages, masqués ou pas, viennent de ce dernier. Pour l'histoire, nous avons également écumé des articles ufologiques français ou brésiliens qui ne semblent être que des ressucés du livre de Roger Kaller. La question que nous allons présentement nous poser est la suivante. Cette histoire est-elle jugée crédible ? Déjà, s'il y en a un qui y croit avec certitude, c'est le maire de Varginha, parce que selon lui, tous les éléments sont liés et tout le monde a vu l'armée et ses grands mouvements. Et si on ajoute la mort du jeune officier, alors là, c'est le pompon. Lui, il dit qu'il n'a rien vu lui-même, mais qu'il est sûr que c'est arrivé. Tu m'étonnes qu'il y croit. Déjà, ça lui fait venir des touristes, et puis si vous allez là-bas, vous verrez qu'il capitalise un peu là-dessus, avec des monuments en forme de soucoupe ou même des statues reprenant les traits de l'alien tels que décrits par les filles. À Varginha, il y a même un musée des extraterrestres. Et si vous cliquez sur les pages touristiques de Varginha, vous verrez de la soucoupe partout, alors qu'ils font de l'excellent café et qu'à la base l'endroit est réputé pour ça, et que je ne vous parle pas de soucoupe à tasse de café. Sur le site officiel de tourisme de Varginha, on peut prévoir un petit trip, carte à l'appui, afin de suivre la route des extraterrestres. On peut lire sur la même page... Depuis l'incident extraterrestre, la municipalité a adopté cette identité et investi dans des monuments pour attirer les touristes et promouvoir la ville. À cet effet, la ville se targue d'avoir un vaisseau extraterrestre situé en centre-ville. Celui-ci constitue l'attraction touristique principale de la ville. Des statues d'extraterrestres sont disséminées sur la place centrale. Le mémorial extraterrestre, également en forme de vaisseau spatial, a été construit pour mettre en lumière l'histoire de cette observation. Donc, vous l'entendez, on joue le jeu à fond. Et je pense qu'à force de rabâcher cette histoire, si on veut impressionner le touriste et qu'il en prenne plein la tronche, il suffit d'amplifier la légende. D'ailleurs, le 10 septembre dernier, Varginha a inauguré une nouvelle statue d'extraterrestre de 4 mètres de haut, créée par l'artiste Renato Criaturas, juste devant le mémorial extraterrestre. Vous pouvez la voir sur l'Instagram du musée. Un peu comme dans notre double épisode sur Bob Lazar, à 51 nuances de petit gris, épisodes 32 et 33, ce qui est intéressant, c'est que l'on peut confronter les témoins à eux-mêmes, c'est-à-dire à leur témoignage en 1996 et à leur témoignage en 2022. Ainsi, on peut se rendre compte que les témoins ne changent pas leur récit, mais grèvent de nouvelles choses et parfois il s'agit de détails venant d'autres témoins. Si on écoute bien, les témoignages initiaux sont assez brefs, mais les années passant, ceux-ci sont beaucoup plus aboutis et précis à l'instar de la description de la créature par les filles qui est beaucoup plus détaillée. Effectivement, cette histoire semble s'améliorer avec le temps. Et surtout, il y a de nouveaux éléments qui apparaissent à partir du docu de Renard en 2022. Les captures des 2 autres créatures par les pompiers, par exemple. Ou même la mort de Marco qui, avant le documentaire, n'était pas explicitement liée aux événements de 1996. Et même si déjà à l'époque, les témoignages se contredisent entre eux,
La presse remet vite de l'ordre là-dedans pour que l'histoire se tienne. Parce qu'à l'époque, tous ces documentaires sont fragmentés et ne racontent pas une histoire globale comme le fait le documentaire de Fox. Même après toutes ces années, on a zéro preuve matérielle. Rien. Bah normal, hein, te dira ton cousin Jean-Francky, hein, l'armée a tout supprimé, hein, les hommes en noir, tout ça, hein. Ouais, ou que le rapport d'enquête que l'armée a produit pour répondre aux questions était truqué, hein, évidemment. Effectivement, et ces arguments sont très pratiques et font clore tout débat. Après, on dit qu'il n'y a pas de vidéo, mais en fait si, il y en a. Sans doute, motivé par Moment of Contact, Vittorio Paccaccini, un ufologue brésilien d'origine italienne, aurait relancé l'histoire en s'y intéressant. Selon des sources plutôt fumeuses, Reddit, il aurait disparu pendant 10 ans et serait revenu en 2022 avec un paquet d'infos sur le crash de Varginha, remettant ainsi une grosse pièce dans la machine. Et là, c'est gagné! On reparle un peu plus de l'affaire. Pour lui, zéro doute, cette histoire est réelle. Il évoque des vidéos, mais évidemment, c'est l'armée qui les détient. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on dit qu'il existe des vidéos quelque part, mais qu'elles sont cachées, inaccessibles? Eh bien, miraculeusement, ces vidéos pop comme par hasard sur Internet. Et enfin, on peut voir les créatures. Bon, mais évidemment, c'est de la vidéo truquée, et ça se voit donc. Non, toujours pas de vidéo. Au passage, c'est abordé dans la vidéo de Sylar et du grand JD, Sylar, qui pour rappel revient en fin d'émission. On mettra la vidéo en description. Il faut bien donner de la visibilité aux petits youtubeurs qui commencent. Dans un épisode du balado de l'américain Brian Dunning qu'on a beaucoup cité dans Mauvais Travail, Skeptoid, le podcasteur nous dit que ceux qui ont fait des documentaires sur notre sujet du jour prient pour que l'on n'aille pas vérifier les articles de presse originaux qui relatent très peu de faits remarquables finalement. Après, quand tu veux trouver des articles originaux ou juste quelque chose sur les événements, tu tombes en majorité sur des sites d'ufologie, pour la majorité pas trop à cheval sur la vérification des faits, et reprenant le livre de Roger Kaller qui lui-même aura inspiré beaucoup de gens sur la vision de l'histoire. Lorsque l'on sait que sa spécialité, c'est les implants extraterrestres et tout ce genre de choses, ça en dit beaucoup sur sa vision de la science. Yes, science! Et comme le dit Brian... Dites mon nom. Non, pas Cranston, mais Dunning. Qualifier l'affaire de Varginha de preuve la plus convaincante de visite extraterrestre, c'est assez couillu. Parce que notre affaire de Roswell du Brésil, c'est rigolo. Mais près de 30 ans plus tard, on le répète, on a zéro preuve à part des témoignages. Bon, Michel, pour conclure, on peut évoquer les trucs qui clochent. Déjà, il y a cet argument qui revient très souvent et que j'ai beaucoup lu sous les commentaires de vidéos, à savoir que les témoins, avec cette histoire, n'ont rien à gagner, ni fame, ni thune. Ça, par exemple, ce n'est pas forcément vrai, puisqu'apparemment, selon certains, les filles, au bout d'un moment, auraient décidé d'accorder des interviews si on leur donnait pas moins de $200. Bon, ça, elles l'ont nié, et c'est pas non plus une preuve, mais une chose est certaine, c'est qu'elles furent les premières à témoigner à visage découvert à propos de la créature, et ça, on ne peut pas leur enlever. Vrai. Et d'ailleurs, c'est après leur témoignage que certains ont vu la créature et ont pu éventuellement calquer leur description sur celle des filles. Effectivement, tout était déjà là, même l'odeur d'ammoniac. D'ailleurs, sachez que l'endroit où avait été aperçue la créature par les 3 filles était juste à côté de la maison d'un certain Luis Antonio de Paula, âgé d'une 30aine d'années et souffrant d'une déficience intellectuelle. Celui-ci était surnommé Mudinho dans le quartier, à savoir le petit muet. Il était connu pour passer sa vie accroupi à examiner des choses qu'il trouvait par terre. Si vous voulez le voir, tapez Mudinho, M-U-D-I-N-H-O, dans votre moteur de recherche favori. Plus Varginha. Selon le lieutenant-colonel Lucho Carlos Pereira, l'hypothèse la plus probable est que ce citoyen, probablement sale à cause des pluies et accroupi près d'un mur, a été pris par les 3 filles terrifiées pour une créature de l'espace. De plus, si nos 3 femmes affirment aujourd'hui connaître Mudinho et lui donner des cigarettes de temps en temps quand elles le croisent, elles affirment aujourd'hui qu'elles n'auraient jamais pu le confondre avec un alien. En 1996, elles disaient ne pas le connaître et ça, c'est embêtant. Selon le rapport d'enquête de l'armée, il est dit que le convoi militaire ayant traversé la ville n'était qu'un convoi classique programmé pour livrer du matériel médical. Le corps amené à l'hôpital était un corps déposé dans le cadre d'une enquête en cours. Et quid des autres aides trouvées par les pompiers, hein ? Là, je suis un peu embarrassé car un militaire témoigne à la télévision expliquant une confusion assez surprenante. Vous allez l'entendre. Allez, à toi l'artiste. Il y a eu aussi d'autres coïncidences qui n'ont fait que compliquer l'histoire. Il y avait à l'hôpital de Varginha un couple de nains dont la femme était enceinte. Ce qui coïncidait avec l'histoire des militaires emmenant en camion une créature à l'hôpital de Varginha. C'est bon, merci. Il y a dû avoir confusion avec le couple de nains qui attendait un enfant. Ok, c'est bon, stop. Bon, j'avoue que celle-ci, elle peut mettre un peu de doute sur la version des militaires, j'avoue. Et Marco Cerese ? Le gars est quand même mort dans des circonstances, disons, nébuleuses, non ?
Alors qu'une semaine avant, il était en pleine forme? Bah, selon les médecins, cardiologues et radiologues, via leurs témoignages dans les docus ou articles sur le phénomène, il est mort d'une infection sûrement venue d'outre-espace parce qu'on le rappelle, le gars a eu la mauvaise idée de maîtriser l'alien sans gants, ce qui m'offre l'occasion de vous le répéter. Lorsque vous maîtrisez ou jouez avec un alien, mettez des gants s'il vous plaît. Ceci est un message du gouvernement. Bah voyons, allez-y, continue mes petits suppôts du gouvernement. Oh, cousin! Là, tu l'as cherché, Michel. Ouais, là j'avoue. Donc, selon le narratif que l'on a suivi en première partie d'émission, Marco aurait été sujet à une infection dont les bactéries étaient impossibles à identifier. Des enquêteurs ont même voulu examiner le corps pour l'étudier, mais un juge aurait refusé pour des raisons de sécurité nationale. En réalité, on ne va pas vous dire que Marco n'est pas décédé, malheureusement, mais que ni le rapport d'enquête, ni les journaux locaux, ni vigilia.com.br, qui certes est un média spécialisé dans l'ufologie mais qui s'appuie sur un acte officiel, ni le certificat de décès de Marco, ni les rapports médicaux officiels ne parlent de contamination de l'espace. Il y a Virginia Online, un média local qui, lui aussi, s'appuie sur la même documentation. Mais alors, ça dit quoi? Eh bien Michel, je vais te répondre à moi-même. Ça dit que le 7 février, Marco est opéré pour drainer un abcès à l'aisselle. Du 8 au 14, il souffre d'une fièvre, il a mal, il est faible, et le 15 février, il meurt aux soins intensifs de Virginia. Selon le rapport, il est mort d'une infection sévère, non contrôlée, autrement dit une infection nosocomiale, donc contractée à l'hôpital et ayant conduit à une septicémie généralisée, puis à une défaillance respiratoire. Cette infection nosocomiale aurait par ailleurs valu un procès au chirurgien. Et tout cela n'est jamais, j'insiste, jamais traité dans les documentaires de James Fox Mulder ou autres articles ufologiques. Ok, donc zéro occurrence d'une contamination de l'espace dans des documents disponibles. Non, aucune. Après, on peut toujours nous dire que les vrais documents ne sont pas en ligne ou qu'ils sont trafiqués par eux. Concernant l'acte de décès, qui certes ne rentre pas dans les détails, genre prise de sang, tout le monde peut le consulter. En effet, selon la loi 6015 de 1973 de la législation des registres publics au Brésil, il est possible de demander le certificat de décès d'un tiers. Du coup, en 4 mails envoyés au registre civil de Virginia, avec mon meilleur portugais, j'ai pu recevoir le scan tamponné du document original. Merci à Barbara du registre civil de Virginia qui est très sympa et à Daya qui m'a aidé à l'obtenir. Sur le document, il est dit que Marco est décédé à la suite d'insuffisance respiratoire aiguë, d'une septicémie et d'une pneumonie bactérienne. Ce qui, après ce qui a été dit avant, semble un peu plus probable qu'une contamination alien. Bah, t'as dit une pneumonie bactérienne, et d'après toi, elles viennent d'où ces bactéries? C'est pas écrit dans ton torchon mensonger officiel, ça, hein? Oh la paix! Pour enfoncer le clou, quand la sœur de Marco témoigne, à un moment, elle est certaine que Marco est impliqué dans l'histoire d'OVNI. Puis plus tard, elle n'en est plus certaine. Et selon le rapport de l'armée, Marco ne travaillait même pas ce jour-là. On peut également, comme le suggère Brian Dunning de Skeptoid, mentionner Stanton Friedman, décédé en 2019, un auteur spécialisé sur les ovnis qui apparaît dans le documentaire Moment of Contact. Quand on le présente, on dit, et là attention, argument d'autorité, qu'il est physicien nucléaire. Bon, pas de rapport avec les ovnis, mais c'est pas grave, ça donne du poids à son discours. Effectivement. D'ailleurs, on pourrait parler de syndrome du prix Nobel, à savoir un mec très brillant ou reconnu dans un domaine qui donne son avis sur un domaine qu'il ne connaît absolument pas. Un peu comme Donald Trump qui est ni brillant dans qu'un domaine. Non, même pas en fait. Bon, après, si la connerie est un domaine, il est effectivement brillant, voire rutilant dans ce domaine. Ouais, et on aurait pu parler aussi de effet de halo, parce que l'effet de... Ok, Clément Viktorovitch. Bon, poursuivons. En gros, Friedman, il construit des narratifs en collant des histoires entre elles qui, déjà, à la base, n'ont rien de solide. Comme notre histoire de Virginia, plusieurs récits indépendants forment une histoire globale. Des histoires souvent collectées des années après un événement. Et d'ailleurs, c'est à lui que l'on doit toute la mythologie de Roswell. Pour la faire courte, parce que ça vaut le coup, Friedman collaborait avec un entrepreneur de pompes funèbres à la retraite nommé Denis. Celui-ci, en 89, à savoir 42 ans après le fameux crash de Roswell, lui balance tous ses souvenirs. Friedman avoue, sans bégayer, qu'il se contrefout de la cohérence des histoires de Denis. Il veut juste créer un super récit sur les ovnis. Donc là, on a un mec qui fait figure d'autorité dans Moment of Contact, le doc ultime sur l'histoire de Virginia, ce qui en dit pas mal sur le sérieux de ce dernier. Ouais, je confirme, j'ai vraiment eu du mal à prendre au sérieux ce docu parce que dans celui-ci, Renard se met en scène à base de balades dans la rue avec un panneau pour recueillir des témoignages. Il joue ses émotions à fond, il hallucine à chaque témoignage, genre... Oh oui, ouh, ah. Alors que le témoin ne dit rien de spectaculaire, le tout appuyé par une bande-son dramatique appuyée par des patates sonores. C'est à ce moment précis que je me suis servi un verre d'eau.
Non! Sérieusement. Les gars, vous l'avez? Vous avez filmé? Putain, c'est incroyable. On peut faire une pause là parce que j'ai vraiment besoin de me recentrer. Respire là-dedans, James. Respire. Oh, j'hallucine. Un verre d'eau. J'ai enfin la preuve que les extraterrestres sont venus à Virginia. Ouais. Et puis surtout, on a plein de nouveaux témoins masqués. Des militaires, médecins et tutti quanti. Par contre, toujours pas de preuves physiques, on le répète. Pour préconclure, et comme Brian Dunning nous a pas mal guidés pour la conclusion de cet épisode, citons-le directement et hissons-nous sur ses épaules de sceptiques. À maintes reprises, depuis le non-événement de Roswell en 1947 jusqu'aux Lumières du Phénix en 1997, on voit des histoires d'ovnis expliquées avec des faits vérifiés, jusque dans les moindres détails, avec toutes les preuves présentées. Pourtant, certains y croient encore avec mépris, le rejetant comme de fausses preuves prouvant un complot de dissimulation et s'obstinant à défendre leur explication préférée de la visite extraterrestre sans aucune preuve. Certains sont totalement fermés à toute autre explication que la leur. Si certains affirment que l'histoire d'OVNI de Virginia est la preuve la plus convaincante de la visite d'extraterrestres, j'arrive à une conclusion différente, mais je suis prêt à lui accorder le statut de preuve la plus convaincante. C'est l'exemple le plus convaincant d'un cas où il ne s'est littéralement rien passé de vraiment inhabituel et qui a été amplifié au point d'être considéré par beaucoup comme une preuve irréfutable de la visite extraterrestre. À ses partisans, je suggère de redéfinir la qualité des preuves. Merci Brian Dunning. Si vous êtes anglophone, allez écouter Skeptoid. Le truc que je me dis après avoir raconté l'histoire d'après le point de vue des tenants et le semi-debunk qui en a été fait, c'est qu'il est quand même difficile de prouver que c'est vrai ou que c'est faux, même si de notre côté, on a notre petite idée. Ouais, la base de cette histoire, c'est essentiellement des témoignages, on le répète. On a zéro preuve tangible. Alors, prouver que l'histoire est fausse, c'est difficile s'il n'y a rien à part des témoignages. Sylar, il reviendra d'ailleurs dans sa conclusion. J'ajouterais quand même qu'au Brésil, entre 96 et 97, la série X-Files a explosé en popularité et Roland Emmerich n'étant jamais loin, 96 voit aussi la sortie d'Independence Day qui lui aussi cartonne là-bas. On peut donc dire qu'il y avait une certaine ambiance ovniesque à cette époque-là. Un bon facteur pour influencer le Kidam dans sa perception des choses. Ah bah, maintenant que j'y pense, tu te souviens de l'autopsie de l'extraterrestre de Roswell? Ouais, enfin, vite fait, mais oui, c'était avec Jacques Pradel. Ouais, et il y avait aussi Jean-Pierre Petit, c'est le mec qui croyait aux humites, les E.T. qui envoyaient des courriers aux humains. C'était dans notre épisode 15, Alf, plus tard que c'est les potes de l'espace. Carrément. Cet être que vous voyez sur cette photo, cet humanoïde, est-il un véritable extraterrestre ou s'agit-il d'une macabre supercherie? Eh bien, nous allons ce soir tenter de répondre à cette question et à bien d'autres en ouvrant le dossier le plus secret de l'histoire des soucoupes volantes en France et aux États-Unis. Tu sais très bien de quoi il s'agit, Jacques. Ne fais pas l'innocent. Et concernant cette autopsie, elle a été diffusée mondialement et également au Brésil. Et franchement, notre histoire de Virginia, si c'est pas le Roswell brésilien, en partie alimenté par un mec qui a œuvré pour faire vivre la légende de Roswell, je sais pas ce que c'est. Ouais, complètement. Et en guise de conclusion, et pour résumer tout cela, nous passons la main à l'excellent Sylar, avec qui on est plutôt d'accord, et qui revient sur toute l'histoire et ce qu'il en pense. À toi la main, l'ami. Pour vous répondre et vous donner mon avis qui tient en quelques phrases, je reprends le contexte que vous avez développé. L'affaire Virginia, elle est souvent présentée comme le Roswell brésilien, parce qu'on a donc un crash d'ovnis supposé, des créatures qui auraient été capturées, on a cette intervention militaire et donc cette dissimulation de cette même affaire qui aurait été faite à travers les décennies. Mais si on met de côté les rumeurs, il faut bien reconnaître que l'affaire repose presque uniquement sur des témoignages, alors certains sont très détaillés, mais il reste invérifiable. Le témoignage le plus connu, c'est celui des 3 jeunes femmes, Liliane et Valkyria Silva, ainsi que Katia Xavier, qui restent cohérents dans le temps, leur témoignage. Elles disent avoir vu une créature étrange, accroupie, aux yeux rouges, avec une peau foncée et huileuse, et c'est vraiment un témoignage sincère qui mérite d'être écouté, sauf qu'il n'a jamais été corroboré par des preuves solides. J'y reviens juste après, parce qu'on a également de très marquant dans cette affaire le décès du soldat Marco Thérèse. Là aussi,
c'est un élément bien réel, ce décès malheureux. Ce décès a entraîné beaucoup de rumeurs vu le contexte, notamment celle qui dit qu'il aurait été en contact avec une créature et c'est pour ça qu'il aurait attrapé une infection très étrange. En fait, officiellement, c'est surtout un décès provoqué par une infection bactérienne très rare. Et puis ensuite, on a ce rapport militaire publié en 1997 par l'armée brésilienne qui propose des explications classiques à chaque point qui est en apparence mystérieux. La créature serait donc plutôt en fait un homme du quartier, assez marginal, au comportement étrange, parce que en situation de handicap et donc les 3 jeunes femmes se seraient trompées. Pour ce qui est des convois militaires, des livraisons logistiques, bref, de la présence militaire aperçue aux alentours de Varginha, ce serait en fait donc des opérations de routine tout à fait normales et déclarées. Et puis on a cette observation à l'hôpital de la ville. Des témoins rapportent avoir vu des créatures de petite taille et en fait l'armée explique que ces observations seraient en fait une grande confusion avec un couple atteint de nanisme qui était venu pour un accouchement. Donc là aussi, les témoins se seraient tout simplement trompés et on peut sourire de cette explication, mais elle figure bel et bien dans les archives. Je ne vous ai pris que quelques exemples, mais Varginha c'est vraiment ça, c'est-à-dire énormément d'informations qui partent dans tous les sens, beaucoup de pistes à suivre. Donc mon avis qui n'engage bien sûr que moi et je peux me tromper, c'est que l'affaire Varginha repose presque exclusivement sur des témoignages dont certains sont très détaillés mais difficilement vérifiables. Et ce qui est frappant, c'est qu'à chaque fois qu'un élément paraît sensationnel, eh bien une explication plus banale est proposée. Alors parfois convaincante, parfois discutable, mais toujours invérifiable à 100%. On a donc un enchevêtrement de faits isolés, vous savez ce décès en apparence inexpliqué, des observations étranges, des opérations militaires, des rumeurs médiatiques, et tout ça, mis bout à bout, forme une histoire très forte, franchement captivante, mais dont on n'a, jusqu'à aujourd'hui, pas de preuves concrètes indiscutables. Je pense qu'on est face à une affaire où l'emballement collectif, l'ambiguïté des témoignages et la méfiance envers les institutions ont joué un rôle majeur. Il y a également eu des fake news propagées, notamment des faux enregistrements par des gens qui ont essayé de tirer profit du flou dans toute cette affaire. Et encore aujourd'hui, il y a énormément de rumeurs et ça se comprend parce que le rapport officiel a des zones d'ombre. Il manque de transparence selon moi sous certains aspects, mais en tout cas il donne une grille de lecture qui se veut rationnelle et qui n'a jamais été contredite de façon factuelle. On a donc plusieurs versions d'un même événement et ce sont les nombreuses zones de flou qui restent autour de cette affaire qui entretiennent le mythe et qui font de Varginha une affaire qu'on va continuer de raconter dans l'histoire de l'ufologie. Quel honneur! Merci à toi Sailor, et si vous ne connaissez pas sa chaîne et que vous ne faites pas partie de ces 391 000 abonnés, eh ben on mettra le lien en description. Ah, c'est génial, hein. Nous on a 195 abonnés sur YouTube, enfin 194 depuis hier, il y en a qui sont des abonnés. Et on ose faire de la pub, hein. J'espère que ça va te donner de la visibilité mon petit Sailor. Bah ouais, si on peut aider. Je pense que sur ces belles paroles, on peut tranquillement fermer ce mauvais dossier et remercier nos comédiens et intervenants. Mais commencez par Sailor, merci encore. On remercie également Clémence de Sale Temps pour un film et de Planète B, big up à toi. On remercie bien entendu notre couple de fermiers campés par nos 2 lusophones préférés, Loïc et Daiane. Daiane qui, étant originaire de Sao Paulo, a toujours entendu parler de cette histoire très connue au Brésil. On remercie l'excellentissime Zoé. Merci Zoé. Et enfin, on remercie Ben du podcast Graines de Violence, toujours là pour nous aider. Et bien sûr, merci à nous-mêmes, sans qui nous ne serions pas là. C'est vrai ça. Sur ce, les petits mauvais, tentaculement vôtres. Dites, est-ce que l'un d'entre vous a vu la soucoupe volante cette nuit? Ouais, le petit gros, il l'a vu. Non, c'était juste un rêve. Et je suis pas gros, j'ai une ossature lourde. Oh, est-ce que tu as vu ceux qui ont une grosse tête et de grands yeux noirs? Ils l'ont amené dans leur soucoupe. Oh, est-ce qu'ils t'ont placé une sonde anale? Oh, c'est quoi une sonde anale? C'est une espèce d'énorme appareil en métal qu'ils te mettent dans le cul.